Le bouc émissaire, c'est quoi? Et on parle beaucoup, vous savez, tel ou tel se plaint d'être le bouc émissaire. C'est quoi les boucs émissaires? Et ça existe depuis quand? Eh bien, vous allez le voir, depuis très, très, très longtemps. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. On en parle avec l'invité d'André Berkoff, le journaliste Vincent Mottez, auteur du livre Les boucs émissaires de l'histoire. C'est publié chez First. Alors Vincent Mottez, effectivement, c'est une belle approche. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt et d'amusement, au bon sens du terme, parce qu'effectivement, il y a des gens que l'on connaît et sur lesquels, même s'il y a eu des manuels, des livres, etc., on a des clichés très 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 précis. Alors effectivement, je ne vais pas donner toute la liste, mais vous faites une histoire. Ça va de Néron à Lee Harvey Oswald, l'assassin du président Kennedy. Et vous dites, voilà, justement, vous dites, est-ce que c'est un despote ou un artiste? Lucrèce Borgia, Anjou Démon, Catherine de Médicis, Marie-Antoinette, Robespierre, effectivement, Robespierre. Et ça, c'est très partagé. Les gens disent ce tyran, l'autre, le révolutionnaire magnifique. Alfred Dreyfus, là, c'est en pleine actualité, puisqu'il y a le film de Polanski qui vient de sortir, J'accuse. Et puis Raspoutine, Mata Hari, bien sûr. Et d'abord, peut-être, Vincent Mottez, je vous demandais, quelle est la définition de bouc émissaire? Comment pourrait-on qualifier, comment devient-on bouc émissaire? Alors moi, j'adopte la définition de René Girard qui définit le bouc émissaire ainsi, celui sur lequel, au prix de son exclusion, le groupe se réconcilie. Le bouc émissaire, c'est un sacrifice qui permet la réconciliation et la stabilisation du groupe. Alors, l'origine du bouc émissaire, étymologiquement... On se réunit en le sacrifiant. Voilà, c'est ça. C'est que la société est préservée au prix de cette exclusion. Ça permet de resserrer les liens, en fait, pour être clair. Il y a une première définition, qui est l'origine, c'est biblique, puisque dans l'Ancien Testament, le Lévitique, on a dans la version hébreu, le bouc à Azazel, c'est-à-dire que c'est un rituel. Le prêtre d'Israël pose les mains sur la bête, le décharge de tous les péchés d'Israël et l'envoie paître dans un désert qui est occupé par un démon, Azazel, voilà, pour expier les fautes. Et dans la version grecque, c'était traduit par bouc en partance. Et puis dans la Vulgate, donc la version latine, on a le bouc émissaire. Et je dirais que c'est un phénomène... disons, au-delà de l'aspect rituel, l'aspect symbolique, c'est un phénomène qu'on observe partout, dans tous les niveaux de la société. Il suffit de regarder même dans une cour d'école, de maternelle, on va avoir la tête de Turc qui va permettre justement aux autres de montrer leur force et de se fédérer comme groupe. C'est ça, c'est-à-dire on choisit une victime sacrificielle, et c'est un peu La Fontaine, hein, ce pelé, ce galeux d'où venait tout le mal. Haro sur le baudet. Haro sur le baudet, voilà. Les loups qui crient Haro sur le baudet. Et alors, comment vous avez choisi? Donc, comment vous avez choisi d'abord, vous avez adopté le point de vue de dire, bon, on va choisir un certain nombre de gens, et en fait, quelque part, vous les réhabilitez. Non? Alors oui, je l'ai. Alors parce que ils sont considérés comme des salauds ou des cruels ou des tyrans ou ceci. Et ben je veux montrer que c'était plus compliqué que ça. Oui, c'est ça. Alors pour la première question, j'ai essayé de faire une espèce de panorama assez large, c'est-à-dire en partant de l'Antiquité jusqu'à l'après-guerre, et puis dans différents pays, voilà, différents continents, pour montrer que le phénomène est très large. Et ensuite, pour la deuxième question, sur la réhabilitation, je dirais oui et non, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans le travers inverse, c'est-à-dire de passer de la diabolisation à la canonisation. À l'angélisme. À l'angélisme, c'est ça, c'est ni Cygne Noir, ni Blanche Colombe. En réalité, quand on rentre, quand on creuse les sources, qui souvent d'ailleurs sont très minces, hein. Par exemple Néron, on a seulement 3 auteurs qui ont écrit sur lui, en plus après sa mort, ils n'ont même pas connu les faits, et à partir de là, beaucoup de personnes ont pu gloser, les artistes. Voilà, ce qu'on s'aperçoit en fait, c'est qu'on part finalement d'un ramassis de ragots qui étaient colportés au fil des générations, et qui, avec la sédimentation du temps, finit par se présenter comme des faits avérés. Quand on gratte un peu, enfin moi ce qui m'a intéressé, c'est, disons, c'est pas seulement... Comment vous avez gratté? Comment, Vincent Mottez, vous êtes quoi? Vous avez lu tout ce qui a été écrit sur eux? Comment vous avez gratté? Alors tout, pour être honnête, non, parce que sur 12 personnages, c'est difficile d'être spécialiste de toutes ces périodes. Mais je me suis intéressé aux sources, et puis aux historiens qui font autorité, qui ont rétabli les faits sur tous ces personnages. Mais le problème, c'est que on peut se demander que valent des mises au point successives d'historiens en plusieurs tomes par rapport à quelques poncifs, quelques formules enlevées, très littéraires. On va
avoir par exemple un Alexandre Dumas qui, avec sa verve, avec sa plume, va prostituer l'histoire, comme il dit lui-même, pour lui faire de beaux enfants. Et finalement, c'est cette version qui va se propager, qui va s'imposer. On a aussi l'exemple dans la peinture, avec, je sais pas, les peintres pompiers qui vont faire des grandes fresques picturales, qui vont finir par imposer une image dans l'imaginaire collectif. Alors, citez quelques exemples, Vincent Mottez, un ou deux exemples de personnes qui ont été effectivement, je dirais, noyées par la littérature ou parce qu'on a écrit sur eux, mais qui en fait étaient beaucoup plus imaginaires que réels. On peut partir de Néron. Néron, par exemple, on a très peu de choses. On a donc 3 auteurs canoniques. Qui sont Tacite, Suétone et Dion Cassius, et qui ont un parti pris, puisqu'ils appartiennent, je dirais, à la classe patricienne, c'est-à-dire à la classe sénatoriale, qui est très hostile à Néron. Donc ce sont eux qui vont relater les faits bien après, et avec un certain parti pris. Donc à partir de là, on n'a pas grand-chose, c'est assez contradictoire. On a même un auteur, donc Dion Cassius, qui va être plus soucieux de divertir, d'amuser la galerie en fait, et qui va utiliser, épuiser tous les ressorts comiques. Et donc à partir de là, une version va s'imposer, et finalement, quand on examine attentivement ces sources, on s'aperçoit qu'il y a certaines choses qui ne tiennent pas, comme l'incendie de Rome par exemple. Ah oui. Qui n'a pratiquement, vous dites... Enfin, peut-être c'était un petit flamèche, ça n'a jamais existé en tant que... Si, alors l'incendie... Enfin, c'est pas lui mais quel artiste le monde va perdre, par exemple? Oui. Alors ça, c'est possible qu'il ait pu dire ça, parce qu'effectivement, il semblait plus soucieux de sa vocation d'artiste que celle d'empereur, puisqu'il était poussé par sa mère Agrippine sur le trône. Et en réalité, lui, il aimait rien tant que brûler les planches avec sa lyre et faire des vocalises. Donc c'est possible qu'il ait effectivement pensé à cette vocation d'artiste. C'est bien la preuve qu'on peut être maître du monde et rater sa vie. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, oui, mais alors comment alors c'est intéressant parce que vous dites artiste mégalomane par rapport à Néron, etc. C'est vrai que raconter tout cela, ce qui est intéressant, c'est en fait, vous mettez une peinture différente, quoi. Vous mettez un éclairage différent à chaque fois. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens, par exemple, vous avez cité, je prends un exemple, par exemple, vous avez cité Marie-Antoinette. Franchement, Marie-Antoinette, aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des gens, parce que, regardez, je prends un exemple précis, c'est pour ça comment vous avez choisi. Marie-Antoinette, pendant très longtemps, dans l'imaginaire révolutionnaire, enfin, post-89, etc., c'était, la garce, comme vous dites, enfin, elle était la complice de Louis XVI, la figure abhorrée de la royauté, qu'il fallait effectivement décapiter. Mais après, il y a eu énormément de livres, je prends quelqu'un, parce qu'il y a eu, là, c'était pas Néron, et c'était enfin une documentation plus récente quand même, et qui l'ont rétabli, qui ont dit Marie-Antoinette est une fille formidable. Comment vous choisissez-vous entre telle ou telle chose? Justement, sur l'époque révolutionnaire, j'ai choisi et Marie-Antoinette et Robespierre, pour montrer que des deux côtés, on peut trouver des boucs émissaires. Alors oui, sur Marie-Antoinette, ce que vous dites est très juste, c'est qu'elle elle a fait un retour en grâce. Et ce qui est intéressant, c'est que les griefs qu'on a pu lui reprocher à l'époque sont devenus aujourd'hui des qualités. C'est-à-dire que la femme émancipée qui tenait tête à la fois au protocole de Versailles et à ses bourreaux, cette espèce d'impertinence, aujourd'hui, c'est devenu plutôt une qualité. Et finalement, Marie-Antoinette, ce qui est assez étonnant, c'est que pour faire une formule, c'est un personnage qui est révolutionnaire, en fait, enfin, qui est plus révolutionnaire qu'on pourrait le croire, parce qu'elle est dans cette quête de bonheur. Et je pense à cette phrase de Saint-Just qui disait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Et finalement, un personnage comme Marie-Antoinette l'incarne très bien. Et c'était déjà une femme, je dis pas émancipée, mais en désir d'émancipation, on peut dire. Oui, elle a voulu, elle a voulu poursuivre ce bonheur au mépris des conventions. Et d'ailleurs, Stefan Zweig a une phrase assez intéressante. Il dit qu'elle a voulu être seule dans son bonheur, si bien qu'elle s'est après retrouvée très seule dans son malheur. Il n'y avait plus personne pour la défendre. Mais quand on observe vraiment les griefs, on s'aperçoit que c'est très exagéré, c'est-à-dire que les dépenses outrancières, alors oui, évidemment, elle dépensait beaucoup en robes, en perruques, etc., mais c'est assez dérisoire finalement, puisque les frais relatifs à l'entretien de la cour, c'était 6% du budget de l'État, c'est presque... c'est pas anodin, mais c'est presque dérisoire par rapport à la guerre d'indépendance américaine, etc. Ouais. Et puis finalement, on pourrait même voir les choses d'une autre manière, c'est-à-dire que ces dépenses dans le luxe, il y a eu un énorme retour sur investissement, puisque ça a participé à l'essor du luxe à la française. Même le château de Versailles, qui aujourd'hui, Marie-Antoinette partage la vedette avec Louis XIV, et finalement, ça a coûté très cher Versailles, mais aujourd'hui, ça a rapporté énormément d'argent à la France. Donc après, sur sa question de sa trahison, là aussi, on peut le retourner. C'est que finalement, est-ce qu'elle a trahi ? Ça dépend de quel point de vue on se place. Peut-être qu'elle est restée fidèle à sa mission initiale.
et que voilà, elle n'a pas forcément voulu jouer ce jeu-là. Alors justement, Robespierre, c'est le contraire. Robespierre, c'était le Robespierre, le révolutionnaire, le grand. Et puis là, aujourd'hui, c'est la terreur, c'est le salaud, c'est le grand inquisiteur, ou presque. Enfin, il y a eu le chemin inverse par rapport à Marie-Antoinette. Oui. C'est-à-dire que Robespierre est toujours, d'ailleurs, mais même la gauche pure et dure a quand même quelques réserves, et tout le reste disent quel ce salaud de massacreur et tout ça. Et là, c'est devenu le bouc émissaire après, non ? C'est devenu un bouc émissaire assez vite, puisque les thermidoriens ont eu... C'est vrai qu'on lui a tranché la tête aussi. Oui, et puis on a des personnages peu recommandables, comme Fouché, comme Barras, comme Tallien, enfin toutes ces têtes thermidoriennes qui ont eu beau jeu de se décharger de leurs fautes sur Robespierre, parce que Robespierre... malgré tout ce qu'on peut lui objecter, il n'a jamais été un dictateur. Disons qu'il n'en a jamais eu le pouvoir. Il a eu une espèce de magistère moral, parce qu'à chaque étape de la Révolution, il en faisait le commentaire, l'exégèse, il montrait un peu la voie. Et lui, il a assumé effectivement une forme disons, de rigueur judiciaire, enfin plus que ça, même parce que c'était terrible, enfin c'est le cas de le dire, la terreur, mais il l'a assumé, il l'a théorisé. Ouais, et qu'on ne pouvait pas faire autrement à l'époque, etc. Enfin, pour la Révolution. Mais dites-moi, est-ce que c'était l'incorruptible ? Il méritait son... Oui, je pense que mais d'ailleurs, personne ne lui a dénié cette appellation. Il était effectivement... Et c'est peut-être même ça, d'ailleurs, qu'il a perdu, parce qu'il n'a pas voulu, effectivement, franchir le Rubicon comme le fera un Bonaparte après, c'est-à-dire devenir une espèce de Robespierre beauté. Il n'a pas osé, justement, enfreindre... Il a toujours voulu rester dans la légalité. Et c'est peut-être ça qu'il a perdu, puisqu'il aurait pu faire appel à... pactiser... et puis soulever les sans-culottes. Alors, il a tenté de le faire au tout dernier moment, mais c'était déjà trop tard. L'hôtel de ville était déjà pris. Mais effectivement, Robespierre, lui, pour ce qui concerne la terreur, il l'a assumé, mais dans son esprit, c'était pour frapper quelques grands coupables. Donc, dans cette lutte des factions qui n'allait jamais se terminer. C'est peut-être ça qu'on pourrait lui objecter. C'est que finalement, jusqu'où aurait-il pu aller ? Parmi les 5 républiques successives, on se demande à quelle aurait pu trouver grâce à ses yeux. Mais c'était l'idéologue dans sa pureté dangereuse, on peut le dire. Et puis il faut rappeler aussi que dans la terreur, finalement, les moments les plus, effroyables sont peut-être justement l'épuration des robespierristes, puisqu'on a eu, je crois, 71 guillotinés sans procès, puisque Robespierre n'a pas eu de procès. On a les plus grandes charrettes de condamnés, sans parler de la terreur blanche, la réaction qui s'ensuit juste après. Alors justement, je voulais vous parler aussi de Dreyfus, puisque vous avez un chapitre sur Dreyfus, et il y a le film que j'ai vu d'ailleurs qui est remarquable et intéressant, quel que soit ce qu'on peut penser, il est ridicule d'appeler au boycott d'un film, le film de Polanski, j'accuse. Mais alors Dreyfus, c'est le cas typique du bouc émissaire. Hein. Oui. C'était le traître, le juif, au nom de l'unité de la France et de la sauvegarde de l'armée française, du prestige de l'armée française. Oui, alors c'est vrai que dans le cas de Dreyfus, on est vraiment dans un pur phénomène de bouc émissaire. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte très électrique. On est donc au début de la Troisième République, qui a déjà en 25 ans traversé plusieurs crises. Il y a eu le scandale de Panama, il y a eu la poussée du boulangisme, il y a eu les attentats anarchistes réprimés par les lois scélérates. On est dans un contexte en plus de guerre larvée, parce que tout le monde appelle à la revanche contre la Prusse et contre l'Allemagne. Ouais. Et donc, on sait, enfin l'état-major sait qu'il y a une taupe en son sein, et le ministre de la guerre, le général Mercier, sur un fauteuil éjectable. Donc tous les ingrédients sont là. C'est une poudrière, il manque plus qu'une étincelle. Et cette étincelle, ça va être le fameux bordereau qui sera retrouvé donc dans la corbeille de l'attaché militaire allemand. Absolument, avec les papiers déchirés, etc., etc. Et ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est vrai que ça a duré 7 ans, qu'on l'a relégué à 7000 km à l'île du Diable, etc., etc. Enfin, l'histoire, on la connaît. Mais dites-moi, justement, par rapport à ce livre, encore une fois, je le recommande parce que il raconte des histoires très fortes, et on se dit, mais tous ces gens-là, au fond, là, vous prenez quand même Dreyfus, mais Dreyfus était innocent. Les autres, et à chaque fois, d'ailleurs, n'étaient pas forcément innocents. Lui, il était vraiment innocent. Oui. Alors, d'autres étaient les témoins. Enfin, c'est là, effectivement, toute l'ambiguïté de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire que le combat dépasse largement la culpabilité ou l'innocence d'un homme. On a... D'ailleurs, il y a cette phrase de Charles Péguy qui dit... Donc Charles Péguy, catholique, traditionnaliste, et Dreyfusard, dit lui-même, nous
nous fussions prêts à mourir pour Dreyfus, Dreyfus n'est pas mort pour Dreyfus. C'est-à-dire que il était dépassé par les événements, ce pauvre Dreyfus, et il a été évidemment victime des anti-Dreyfusards, ça s'entend, mais d'une certaine manière aussi, il était à son corps défendant, entraîné dans la mécanique politique qui le dépassait. C'est-à-dire que on a Jaurès qui dit que l'affaire Dreyfus était le prétexte au combat. Prétexte au combat, et Léon Blum qui renchérit quelques années plus tard en disant: nous ne nous battions pas pour Dreyfus ou contre Dreyfus, pour la réhabilitation ou contre la réhabilitation, nous nous battions pour la République ou contre la République. Et on voit bien que les suites de l'affaire Dreyfus, c'est là où c'est très éclairant. C'est-à-dire que le gouvernement de Waldeck-Rousseau va avoir une espèce là aussi de magistère moral. En plus, il y a les tentatives de coup d'État de Déroulède. On reste dans ce... Oui, on reste dans une espèce de la République, la gueuse contre le reste. C'est ça. Et en 1904, on a l'affaire Dreyfus, l'affaire des fiches, pardon, qui est une sorte de, comment dirais-je, de répétition. Oui, de répétition, parce qu'on utilise les mêmes moyens, finalement, peu recommandables. Eh bien, écoutez, vraiment, je vous le recommande, Les Boucs émissaires de l'histoire. C'est un très beau manuel d'histoire et on voit combien on peut tomber dans n'importe quoi au nom de la soi-disant union. Et on lâche effectivement le pelé, le galeux, d'où nous vient tout le mal. Les bouquets émissaires de l'histoire, c'est à lire aux éditions First. C'est signé Vincent Mottez, notre invité, qui reste avec nous sur Sud Radio. Dès maintenant, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, au cours de l'émission Bercode dans tous ces états. Vous nous appelez au 0826 300 300. On vous donne la parole sur Sud Radio dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Qui sont aujourd'hui nos boucs émissaires? Nick Conrad, les Blacks, les Blancs, les progressistes, les souverainistes. On va en parler avec vous, auditeurs de Sud Radio. Et je rappelle qu'on est toujours avec notre invité, Vincent Mottez, qui est l'auteur de ce livre, Les Boucs émissaires de l'histoire, publié chez First. Est-ce que pour vous, Robespierre est un bouc émissaire? Est-ce que Marie-Antoinette est un bouc émissaire? Pareil, vous venez nous le dire. 0826 300 300. Mais pour l'heure, on retrouve Christophe qui nous appelle. Bonjour à vous, Christophe. Oui, bonjour. Bonjour, Christophe. Bonjour à tous. Et pour Jean-Marie, l'anagramme le plus proche de Aimé, c'est Marie. Par exemple. C'est gentil à vous, et c'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement. Merci, c'est vrai, Christophe. Oui. Non, mais c'est que c'est son côté biodiversité à Jean-Marie. Vous voyez qu'il est rancunier. Mais après, j'irai au but de. Allez-y. Et je vous remercie de prendre mon appel. Mais auparavant, pour notre invité, l'historien, Monsieur Vincent, je lui dirais que Maximilien, c'est Maxence, et Bonaparte, c'est Constantin. Bon, et l'histoire, en fait, on n'a jamais, l'histoire ne resserre jamais les mêmes plats au même endroit, mais il y a une analogie. Et je voulais revenir à votre réflexion, M. Berkoff, concernant donc le traitement qui a été donné à Conrad et compagnie. En fait, il y a très longtemps, le Basileus, l'empereur, se méfiait tellement des Grecs, c'est-à-dire à cette époque, les Gilets jaunes, qu'il favorisait les Arabes, les Sikhs, les Turcs, etc. Et donc, quand il a fait tomber les Grecs, il s'est retrouvé devant le Turc qu'il a démoli en 1453. Et ce qui est rigolo, ce qui est remarquable, c'est que l'artilleur de Mehmet II, du Fatih, du conquérant, il s'appelait Orban. Vous pouvez le vérifier, tout ce que je raconte, c'est bien, mais c'est bien. Écoutez, c'est bien de faire ces rappels. Très bien, Christophe. Écoutez, en tout cas, c'est bien de nous mettre à la mémoire sur les noms. C'est important. Merci à vous, Christophe, au 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Robert qui veut revenir sur le livre de notre invité. Oui, bonjour Robert. Oui, bonjour M. Berkoff, bonjour à votre invité. Je voulais parler, qu'elle parle des boucs émissaires de Marie-Antoinette. Je pense qu'elle passe si bouc émissaire que ça. Du fait que c'est vrai qu'elle a été exécutée. Marianne, vous parlez Marie-Antoinette, vous avez dit Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, pardon, Marie-Antoinette, oui, qui est pas si bouc émissaire que ça. C'est vrai qu'elle a été exécutée sans preuve, parce qu'il y a fait un procès à charge, mais les écrits après plus tard ont prouvé qu'elle avait trahi la France, quoi. Par rapport à Robespierre, Robespierre, c'était, si vous voulez, un témoin qui s'est fait tuer. Voilà. De la Révolution, parce que c'est le seul qui a défendu le peuple.
Je vois que vous êtes robespierriste, c'est bien. Ah oui, Christophe. Oui. C'est vrai que j'aime beaucoup Robespierre, parce que j'ai lu beaucoup ses écrits. Il est vrai que, il me semble, je ne sais pas si il confirmera on va demander à Vincent. Écoutez, Vincent Mottez vous a écouté. Alors, Marie-Antoinette, oui, non, mais coupable ou pas coupable? Non, mais c'est évident qu'elle a joué double jeu pendant la Révolution, c'est-à-dire qu'elle a fait mine d'accepter certaines choses. Avait-elle vraiment le choix? Ça, c'est une question. Et puis, la deuxième chose, c'est est-ce qu'elle a trahi la France, comme dit notre auditeur, ou est-ce qu'elle a trahi la Révolution? C'est deux choses différentes. À l'époque, les choses sont pas aussi nettes que ça. Elle est restée, en réalité, fidèle à sa mission initiale. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler de trahison. Ouais, non, mais c'est effectivement une version de l'histoire. Oui, c'est le problème, en tout cas, des personnages historiques controversés. Alors peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, là où je suis d'accord, c'est que, disons, le couple royal a accepté cette guerre contre la Prusse en espérant tirer son salut d'une défaite française. Donc bon, mais après, on est dans une période tellement de bouleversement que chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Évidemment. Et c'est l'histoire qui tranche à la fin. Merci à vous, Robert, en tout cas, de nous avoir appelés. On retrouve David au 0826 300 300. Bonjour, David. Bonjour, André. Bonjour aux invités. Oui, bonjour, David. Pour revenir au rappeur, je voulais signaler une chose que c'est un rappeur, il se dit rappeur, donc il fait du rap. Le rap, c'est Rhythm and Politics, c'est ça que veut définir ces trois lettres-là. Oui. Et faut pas oublier que cette chanson-là a été faite pour éveiller les gens, pour aider les gens. Il n'y a pas de demi-mesure. Les gens s'identifient au rap. Donc quand il annonce aux infos que c'est une fiction, le rap n'a pas de fiction. Le rap est positif, n'est pas négatif. Comme je le dis, il n'y a pas de demi-mesure. Donc je préfère parler des rappeurs comme Blacko, comme Kerry James, comme Misa. Ça, c'est des rappeurs qui éveillaient la conscience des gens. Et le rap doit rester là-dessus parce qu'avant le rap, faut savoir, c'était validé par la rue. Et maintenant, le rap, c'est devenu un peu n'importe quoi. C'est validé par n'importe qui. Et notamment, on peut entendre de l'autotune dans le rap. C'est quand même incroyable. On ne sait même plus qui chante. Hein. On n'arrive même plus à savoir qui chante. Vous voulez dire que c'est devenu un business et on essaye de trouver le buzz le plus total pour faire n'importe quoi, c'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. On essaie de se faire entendre ou de se faire connaître par n'importe quel moyen. Mais il faut savoir une chose, que les jeunes s'identifient à ces chansons-là. Et les jeunes portent des oreillettes et c'est très souvent ce qui leur apprend la vie. Ils vont s'identifier aux chansons. Donc il faut mieux diriger les jeunes vers des bonnes chansons positives que d'écouter des choses soi-disant une fiction. Moi, dans le rap, j'ai jamais entendu parler de fiction. C'est pas une fiction, le rap. C'est, comme on dit, le rap conscient. Pour moi, c'est un pléonasme. Le rap conscient est complètement un pléonasme puisque le rap a toujours été conscient. Bah oui, c'est revenir à l'origine. Non, mais c'est ce que vous dites? Non, mais David, de toute façon, il y a quelque chose qui est là. Les appels à la haine, et là, si c'est pas un appel à la haine, je sais pas dans quelle langue on parle. Les appels à la haine, les appels au meurtre, et je pense, parce que je pensais à l'histoire des radios Mille Collines au Rwanda. Les radios Mille Collines appelaient à tuer. Et ces rap-là, enfin ces soi-disant rap ou rappeurs appellent à tuer. Et c'est quand même assez lamentable, C'est pour ça qu'il faut réagir. En tout cas, vous parlez là de Nick Conrad. Oui. Merci à vous, David, de nous avoir appelé au 0826 300 300. On retrouve Gérard qui veut revenir sur le même sujet. Bonjour à vous, Gérard. Oui, Gérard, bonjour. Bonjour, messieurs, bonjour Sud Radio. Merci de ce moment d'antenne. Moi, merci à vous. Au niveau du rappeur, monsieur, et je salue monsieur l'historien, très appréciable, beau livre. Je veux déjà vous dire, monsieur Berkoff, concernant ce rappeur, il faudrait quand même un jour, on arrive, j'ai 60 ans, donc j'ai un petit peu de passé, qu'on arrive à savoir pourquoi ces gens venus d'ailleurs et bien enracinés en France quand même, ils aiment bien le pays, pourquoi ils arrivent à dire autant de sottises, de conneries? Où est le mal? Où est le mal dans tout ça? Le mal, c'est que il suffit d'avoir un regard tout neuf dans les prisons, de savoir comment la justice maltraite ces gamins qui viennent d'ailleurs, et on finira par comprendre un jour. Ok? Moi-même, je suis né natif de l'île de la Réunion. Michel Debré, à l'époque, qui se retourne quelquefois dans sa tombe, là, s'il m'entend, il me a fait énormément de malheur, ce vieux salopard. Je pèse mes mots. Énormément de malheur il a créé aux Réunionnais.
D'accord. Je vous laisse la responsabilité de vos jugements, Gérard, mais vous avez tout à fait le droit à votre opinion, bien sûr. Mais je vous dis ce que je ressens, moi. Oui, tout à fait. Mais dites-moi, vous croyez franchement que... Bon, je ne sais pas si Conrad Black est passé par la prison, puis d'autres, on ne va pas s'arrêter sur lui. Mais Nick Conrad, pardon, et pas Conrad Black. Qu'est-ce qui fait, si vous voulez, vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui sont quelquefois, et on connaît des bons petits bourgeois bien au chaud, et qui pour faire justement se faire parler d'eux, comme disait l'auditeur précédent, faire un buzz, eh bien, font des choses extrêmement violentes, en disant, oui, nous, on va tout massacrer, de façon imbécile et uniquement pour faire parler d'eux. Vous ne croyez pas que ça joue aussi, ça? Malgré tout, ça serait bien, des messieurs comme cet historien et d'autres, un jour qui s'intéressent, ces gens, ils ont quoi dans la tête? Qu'est-ce qu'ils ont comme souffrance? Pour dire autant de mal. Comme les terroristes, c'est pareil pour ces petits musulmans de banlieue qui vont faire péter à droite et à gauche, qui tuent nos pauvres compatriotes, des innocents. C'est pareil. Hein, il faut qu'on arrive à savoir. Mais moi, je le sais. Vous savez comment je le sais? Oui. Je suis le numéro 2. Je suis Alfred Dreyfus de la France, moi, monsieur Bercoff. Vous savez qu'est-ce que Hollande il a fait contre moi? François Hollande, président de la République, Gérard, il a déclaré, j'ai déposé plainte contre lui pour menace de mort. Écoutez, d'accord, Gérard, on va pas passer effectivement vos problèmes personnels avec François Hollande, etc. On peut pas faire l'émission là-dessus, malheureusement. En tout cas, écoutez, toutes les opinions sont bonnes à dire, mais malheureusement, on n'a pas la possibilité ni le temps de faire, effectivement, de développer les histoires personnelles de chacun, sinon ce ne serait pas possible. Je voudrais revenir à ça, vous voyez, la recherche des boucs émissaires, Vincent Mottez. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, alors, on va faire un petit exercice contemporain peut-être, si vous aviez un chapitre à ajouter, je suis sûr que vous allez faire un tome 2, ou peut-être, en tout cas, en 2019, est-ce qu'il y a une histoire, en 2019, enfin, contemporaine, vous direz, voilà une histoire, voilà quelqu'un qui a été bouc émissaire, dans l'acception que vous avez choisie pour votre livre? C'est difficile parce qu'il faut justement le recul de l'histoire pour s'apercevoir. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la postérité et à la construction de la légende noire. Donc cette légende noire, elle n'est pas encore construite, il faudrait vraiment du recul. Ouais. Bon, c'est vrai que... Qu'est-ce qui a marqué l'actualité? On a beaucoup parlé de l'affaire MeToo, enfin... oui, balance ton port, l'affaire MeToo, etc., oui. Est-ce qu'on peut, enfin moi voilà, c'est des dossiers que je connais pas, c'est difficile de se prononcer, mais on a pu s'apercevoir que il faut que des têtes tombent et c'est pas toujours les bonnes. Je crois qu'il y a eu j'ai oublié son nom, le patron, l'ancien patron d'Equidia, qui a été, qui a tout perdu dans cette affaire, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Et il s'avère, je crois qu'il y a une procédure. Il y a des gens dont la carrière est fichue, terminée, et la vie est terminée. Oui, voilà, et finalement, la procédure judiciaire, alors je crois que c'est en cours. Enfin bon, en tout cas, c'est la victime qui a dû payer des dommages et intérêts pour. Bon, bref, ça montre que finalement, on était sorti des formes. On a eu un tribunal médiatique et il fallait que des têtes tombent. Et c'est là où on peut faire un rapprochement. C'est bon, c'est évidemment, il faut du recul, mais on peut s'apercevoir que les mêmes mécanismes sont à l'œuvre. C'est-à-dire que quand on a une rancœur collective, elle se cristallise sur quelques personnes qui deviennent très très emblématiques. Et il faut que des têtes tombent au mépris parfois de la justice la plus élémentaire. Et oui, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tout ça et à ce qu'on fait. Merci en tout cas Vincent Mottez d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle la référence de votre ouvrage Les boucs émissaires, les boucs émissaires de l'histoire. C'est publié chez First. Les amis, la journée continue sur Sud Radio, puisque dans quelques instants, place à Jacques Pessis pour les clés d'une vie qui reçoit son invité Francis Lombraille. Je vous rappelle aussi ces deux rendez-vous dans la journée sur Sud Radio. Les vraies voix de Christophe Bordet de 17h à 19h en duplex depuis Toulouse. Spécial rugby avec Philippe Spanghero et Christine Bouillot. Et puis de 19h à 21h, Philippe Rossi en direct depuis le théâtre Mogador à Paris pour la nuit du bien commun. Belle journée à vous sur Sud Radio.